Elle est docteure en médecine chinoise humanitaire, fondatrice de l'organisation Élise Care. Élise Bogossian est avec nous aujourd'hui pour le magazine Anaïde. Bonjour Élise. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous êtes très prise en ce moment, notamment avec vos voyages justement à l'étranger. Alors, avant de parler de tous ces projets et de ce que vous faites dans la vie, on aimerait quand même mieux vous connaître. Donc, Bogossian, on imagine bien que c'est d'origine arménienne. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de vos racines? Quelle place tiennent-elles dans votre vie? Alors, mes deux parents sont arméniens. Et mon grand-père est rescapé du génocide arménien perpétré par les Turcs dans l'Empire ottoman. Et mon père est né en Turquie. Ensuite, il a fui la Turquie vers le Liban pendant la guerre du Liban. Enfin, chez nous, il y a eu des exils à chaque génération. Moi, je suis née en France. J'ai eu beaucoup de chance de naître en France, d'avoir une vie très confortable, de manquer de rien, d'avoir reçu une éducation, le frigo plein. Et puis c'est au moment du conflit syrien, lorsque j'avais à peu près coché toutes les cases et que je vivais confortablement dans ma vie de bobo parisienne. Je venais d'avoir mes 3 enfants, j'avais un travail d'acupunctrice et puis je donnais des cours à l'université, j'avais un poste à l'hôpital. Et c'est au moment du conflit syrien que voilà, une espèce d'électrochoc m'a pris et j'ai voulu retourner sur les traces de mon grand-père. Et là, on parle, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré ma première mission humanitaire, parce que de voir ces visages frères vivre 100 ans après cette guerre, ces gens qui n'avaient pas ma chance, ça m'a atteint, ça m'a secoué, ça m'a bouleversée. J'ai voulu aller là-bas. Alors, Élise, vous avez suivi des études de médecine chinoise, on l'a dit, notamment donc d'acupuncture. Cette envie de prendre soin des autres aussi est liée, j'imagine, à cette histoire familiale. Oui, j'ai toujours su que je soignerais. Après, c'est vrai que je savais même pas qu'à l'époque, je savais pas que l'acupuncture existait, mais dès que j'ai commencé mes études de neurosciences et qu'après j'ai découvert effectivement l'acupuncture, c'est devenu très vite une passion et j'ai voulu aller l'étudier à la source. Et j'ai démarré une formation là-bas qui a duré plusieurs années. J'ai fait un DEA en 2000 au Vietnam et puis je me suis spécialisée dans la prise en charge de la douleur. Je travaillais au bloc opératoire en anesthésie avec un médecin de guerre. Et c'est là-bas que j'ai eu ma première expérience avec des vétérans de la guerre du Vietnam qui étaient des paralysés, des handicapés, des enfants victimes de séquelles liées à l'agent orange. Et lorsque je suis rentrée avec voilà, mes compétences en acupuncture, il y avait les mêmes séquelles chez les vétérans de la première guerre du Haut-Karabakh. Et puis c'est à cette occasion-là d'ailleurs que je suis partie pour la première fois en Arménie en 2002. Mais c'était toute seule, Élise Care n'existait pas. Je suis partie avec ma valise. Je suis partie à Chouchi, qui est aujourd'hui en zone azérie, qui était devenue cette ville fantôme, on appelait ça une ville fantôme. Et puis je suis partie avec ma valise, 10 000 aiguilles, j'oublierai jamais, parce que je les avais payées en travaillant dans les supermarchés, parce que je n'avais pas encore assez d'argent. Et puis j'étais partie avec 10 000 aiguilles, j'ai passé 2 mois là-bas. Je me suis fait un réseau très chouette, ils sont des amis encore maintenant. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec eux pendant la deuxième guerre, celle de 2020. Alors justement, on va en parler. Le Haut-Karabakh, évidemment, c'est un sujet dont on parle. On a beaucoup parlé il y a 2 ans lors de la guerre. Arménie, Syrie, Irak, Kurdistan, vos visites humanitaires dans les zones de guerre se sont multipliées, hein, Élise. Et vous avez donc créé, justement, il y a quelques années, en 2012, cette association, Élise Care. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de cette organisation, nous expliquer un peu votre travail? Alors, lorsque je suis partie en Syrie, j'ai travaillé un peu comme ce que j'avais fait au Vietnam, c'est-à-dire c'était beaucoup la prise en charge de la douleur, la prise en charge des blessés de guerre, c'était beaucoup des opérés frais, des jeunes amputés, de personnes qui étaient exfiltrées des combats et puis qui avaient les jambes en lambeaux. Et je travaillais avec des militaires marocains dans des tentes absolument immenses et ils n'avaient pas de morphine. Et il n'y avait pas assez de morphine et moi j'intervenais donc pour prendre en charge la douleur. Au début, ils m'ont vu avec mes aiguilles. Voilà. Oui. Bon, après, c'est le fait d'essayer, de voir que les résultats prennent, qu'il y a moins de hurlements. C'est quand tu entends du matin au soir des cris jour et nuit liés à la douleur. Là, en fait, petit à petit, voilà, ça
on a intégré cette technique-là dans le dispositif. Je suis retournée plusieurs fois, j'ai formé les militaires là-bas. Peut-être une question, comment vous entrez dans ces zones de guerre? Est-ce que c'est facile d'y entrer ou pas? Non, c'est très difficile. Il faut être très tenace. Et donc vous passez par des contacts sur place, évidemment. Ouais, des contacts qui vous baladent. Parfois, vous avez des contacts qui prennent, et puis d'autres qui vous amènent à rien. Il faut recommencer, il faut contourner, il faut trouver d'autres. Et puis beaucoup par le réseau des volontaires, des ONG, des assos locales sur place. Et puis après, j'ai fait les frontières, parce qu'il y a eu une période où c'était quand même dangereux en Syrie, il y avait beaucoup d'enlèvements. Donc là, j'ai fait les frontières. Et en 2014, j'étais en Irak, dans les camps de réfugiés syriens à la frontière, au moment où Daesh est arrivé à Mossoul. Et c'est en 2014 que nos activités se sont intensifiées quand Daesh est arrivé et que j'ai assisté à l'exode des chrétiens, l'exode des yézidis. Et là, c'était vraiment les flashbacks, les photos en noir et blanc de nos grands-parents, en fait, parce que je voyais l'exode des chrétiens d'Orient qui fuyaient pas les Turcs de l'Empire ottoman, mais les islamistes, en fait, d'Irak. Voilà, c'est ici que Elisker est né, que les camions ont démarré. Alors justement, les camions, vous parlez de camions médicalisés, de cliniques mobiles, c'est ça? Oui, on achète des camions en France, on les désosse complètement, on crée des salles de chirurgie, d'accouchement, de prise en charge pour les enfants, de vaccination, on a des laboratoires, et puis en fait, c'est un petit hôpital ambulant qui va finalement là où les dispensaires ou les dispositifs médicaux sont soit détruits, soit absents, et puis comme les familles et les réfugiés sont des populations très mobiles, ça n'a pas de sens de construire des dispensaires, des hôpitaux à cet endroit-là, puis au bout d'un moment, dans ton 4x4, avec les cartons et les boîtes de médicaments, on arrive vite à une limite, quoi. Et ces dispensaires mobiles, c'est des véritables ruches de soins. Après, ça a été de la logistique, de la coordination, se mettre d'accord avec les maires des villages, dans les camps, avec les autorités. On a construit des itinéraires comme ça. On était dans plus de 20 sites. C'est pour ça qu'après, il a fallu un deuxième, un troisième, un quatrième camion, recruter des équipes. Alors justement, quels sont les chiffres de vos actions, le nombre de soins prodigués? Est-ce que vous avez les chiffres en tête? Oui, c'est 100 000 par an. Alors, Élise, vous parlez de photos en noir et blanc, justement, ça vous a fait des flashbacks de ce qui a pu se passer dans le passé, même si on n'y était pas, vous n'y étiez pas évidemment, mais on vous en a parlé quand vous étiez enfant, évidemment, de ces images terribles. Vous avez été soutenue par l'ONU, Élise, en 2016, mais aujourd'hui, ma question est simple. Est-ce que vous trouvez justement que les instances internationales agissent suffisamment aujourd'hui, indépendamment des associations, pour venir en aide à tous ces réfugiés et particulièrement aux communautés chrétiennes? Notamment référence à ce qui se passe encore sur le Haut-Karabakh, voilà, la guerre qui se poursuit aussi dans un silence assez édifiant de la communauté internationale, avec des exactions quotidiennes qui sont commises contre la communauté arménienne. On a le sentiment quand même que les Arméniens, en tout cas les Arméniens qui habitent dans cette région, ont été carrément abandonnés. Complètement abandonnés. Aujourd'hui, j'y étais la semaine dernière. Ils sont tout seuls. Déjà, pendant presque 8 semaines, ils n'avaient pas de courant électrique, en même temps que l'Ukraine n'en avait pas non plus. Et pourtant, j'étais la première à amener des générateurs et à amener de l'aide et des batteries solaires et tout ce que vous pouvez, qu'on a pu lever, on a pu l'emmener en Ukraine, en Arménie. Les Arméniens dénonçaient, criaient, ce que faisaient les Azéris, et puis personne ne réagissait. Après, c'est vrai que nous, on a réussi à faire des belles levées de fonds pour certains pays, moins pour d'autres, parce que c'est vrai que les Arméniens du Haut-Karabakh n'intéressent personne. C'est l'ancienne République soviétique. Je pense que tous ces paramètres-là, le fait qu'on n'ait pas de richesse, le fait que fait que l'Arménie, et puis c'est un petit territoire. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Parce que vous avez dit, vous y étiez la semaine dernière, quelle est la situation? Il y a des régions qui n'appartiennent, où les Arméniens n'ont plus du tout droit de visite, d'habiter, quoi. Il faut y aller avec un visa. Si vous n'avez pas de passeport arménien, vous devez aller avec un visa. Votre visa est validé par les Russes, en fait, les soldats de la paix russes, qui sont des espèces de médiateurs, sauf qu'en fait, ils sont beaucoup moins nombreux parce qu'ils sont mobilisés en Ukraine. Du coup, les Azéris en profitent. Il y a des décès tous les jours, quasiment, parce qu'il y a des attaques quotidiennes. Les Arméniens ne se défendent pas, ils ne sont pas armés comme, vous voyez. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre est en train, avec un couteau sous la gorge, le Premier ministre arménien, est en train de
de signer un papier qui reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Donc ça veut dire qu'en fait, l'Artsakh, le territoire arménien, le Haut-Karabakh, est en train d'être intégré à l'Azerbaïdjan. Et en fait, la seule chose qu'il essaie de négocier, c'est que ce statut de minorité autochtone chrétienne est un statut spécial. Mais en fait, ça veut dire que nous qui vivons sur notre terre, enfin, ces Arméniens qui vivent sur leur terre depuis des milliers d'années, il y a une présence ancienne qui est là, qui a des preuves. Cimetières, les églises, il y a plus de 130 églises et monastères qui ont été détruits en 18 mois. Et en fait, tout ce patrimoine est détruit. La grande cathédrale de Chouchi est en train de devenir une mosquée. Et en fait, ça ne fait pas tellement réagir ni l'UNESCO ni personne. Et pourtant, je veux dire, on parle vraiment d'un patrimoine millénaire bien. Et en même temps, vous voyez, je vous dis ça sans... Bien sûr, je suis indignée, je suis arménienne, évidemment, mais c'est aussi la limite à un moment donné de se dire, voilà, je fais mon travail comme je peux au maximum et au mieux que je peux en Irak, en Syrie, en Éthiopie, en Arménie, mais après, il y a vraiment vous savez, la vague contre vous, voilà, on est seul, on a été lâchés, on n'a pas été soutenus parce que pour plein de raisons, et là après je suis plus dans mon rôle en fait, donc je m'arrête là en fait. Alors, on va parler de choses positives, mais d'abord, un point aussi sur l'Ukraine. Alors, vous en avez parlé, vous vous êtes rendue, Élise, en Ukraine, on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Donc, depuis le 24 février dernier, il y a eu cette invasion russe, des milliers de morts. Vous avez multiplié ces voyages aussi pour aider les réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers, peut-être, que vous gardez de ces voyages ? La population ukrainienne est formidable, cette résistance, cette mobilisation, cette unité. J'ai adoré travailler avec eux, on continue encore, on a envoyé 100 palettes, plus de 40 tonnes de matériel médical et de produits d'hygiène. On a été vraiment soutenus par beaucoup d'entreprises, on a acheminé l'aide la première fois jusqu'à Kiev, puis ensuite on est allé jusqu'à Mariupol, Kharkiv, tout l'Est, et Irpin, Tchernihiv, et en fait il y a un réseau, une mobilisation, une organisation millimétrée. Tous les intermédiaires sur place aident, facilitent, et ils le font mais gratuitement, sans rien vous demander. Et ça, et ce que je vois aujourd'hui de la manière dont ils se défendent, la manière même à Kiev, quand on voit comment ils ont réussi à mettre dehors moi j'étais assez fascinée par cette force de cohésion, de travail d'équipe. Mais au final, en fait, en Ukraine, vous avez 250 000 militaires et autant de volontaires. C'est-à-dire, ils ont une armée potentielle de 500 000 personnes. Ça veut dire qu'ils ont une capacité à absorber les pertes. Nous, en Arménie, on était 5 000, 7 000, il y avait très peu. Et comment ils sont motivés. C'est beau, et en même temps, je me dis, jusqu'où ça va aller? Alors, Élise, on peut vous soutenir. Il y a un concert solidaire qui aura lieu à l'Olympia, je crois, le 29 juin prochain, et de nombreux artistes devraient s'y produire. André Manoukian, Clara Luciani, Amir. Alors, qu'est-ce que c'est ce concert exactement ? C'est un concert solidaire à l'Olympia. On nous offre l'Olympia et on réunit des artistes qui viennent chacun chanter seul ou en duo ou trio, et avec une programmation qui va être chouette. Et on ouvre la billetterie lundi. Donc ce lundi 16 mai pour le 29 juin. Alors peut-être une dernière question, Élise, est-ce qu'il y a un numéro, un site internet où si on veut vous aider, on peut faire un don? Comment vous venir en aide? Alors pour faire un don, vous allez sur le site de l'association Élise Care. Sinon, sur les réseaux sociaux, on a partout des liens vers les cagnottes. On a plusieurs cagnottes selon les pays, les missions que vous voulez soutenir. Et si vous voulez soutenir des programmes pour les enfants, pour les femmes, pour la reconstruction, pour l'éducation, voilà, on a plusieurs cagnottes. Et puis, vous pouvez faire un don, évidemment, pour nous, c'est ce qui nous permet de donner directement du carburant dans nos actions, nous permettre de prolonger des missions dont on parle un peu moins parce qu'elles sont sorties de l'actualité, mais malheureusement, elles sont encore criantes de nécessité, de besoin. Donc, les dons, c'est ce qui nous aide le plus. Voilà. Eh bien, rendez-vous donc sur Élise Care, c'est très simple, vous tapez sur Google Élise Care et vous pouvez venir en aide à votre organisation. Merci beaucoup, Élise Bogossian, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le magazine Anaïde. Merci, à bientôt. À bientôt.